bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, on va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Jérôme Bascher, bienvenue, vous êtes sénateur LR de l'Oise, vous allez réagir à différents sujets et notamment à ce 2 juin qui marque un petit début de retour à la normale un peu partout en France et bien sûr dans l'Oise qui a été très touchée par le virus. Durant cette heure, nous irons également en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera avec vous, Steve Jourdain. Oui, Rebecca, existe-t-il un risque d'importation du chaos américain ici en France? Se posera la question à Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste des Français de l'étranger, dans un instant. Oui, c'est le sujet de notre débat ce soir, j'y reviendrai dans un instant. À tout à l'heure, Steve. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous ce soir, Samia Dechir. Bienvenue Samia. Le Sénat veut couvrir les entreprises en cas de nouvelle pandémie. Oui, Rebecca, les sénateurs veulent créer une assurance obligatoire pour les entreprises en cas de grave crise sanitaire type Covid-19. Le détail, c'est à suivre. Jonathan Dupriez est aussi avec nous sur ce plateau. Bienvenue Jonathan. On reparle de cette loi dite fourre-tout, je crois. Oui, députés et sénateurs se sont mis d'accord ce matin sur ce fameux projet de loi dit Gloubi-Boulga. Et on vous fera réagir évidemment dans un instant. Jean Massier est aussi avec nous aujourd'hui, fondateur d'Acropolis. Bienvenue Jean. Le feuilleton des municipales continue et encore pas mal de rebondissements ces dernières heures. Hein. Et oui, ça y est, en tout cas à Paris, on a un accord entre les socialistes et les écologistes. A tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat, je vous le disais, nous revenons sur ces manifestations historiques aux États-Unis. Plus de 140 villes concernées, des images extrêmement fortes sur le plan symbolique, un Donald Trump qui semble répondre à côté, et tout cela en pleine campagne présidentielle et après des semaines meurtrières de coronavirus. Pandémie et manifestations mettent en évidence les discriminations raciales endémiques aux États-Unis. C'est ce que nous dit l'ONU. 1967, 1980, 92, 2001, 2014, 2015, 2016 et maintenant 2020. Pourquoi cette éternelle répétition #ALPL pour réagir sur Twitter? Mais d'abord donc ce 2 juin tant attendu, ça y est, des milliers de Français ont pu manger au restaurant ou au moins boire un verre en terrasse. La France franchit une nouvelle étape de ce déconfinement avec enfin un peu de légèreté mais sans relâchement. Vous nous direz si vous avez eu des remontées de terrain d'ailleurs de votre département, Jérôme Bascher. Avant cela, retour sur cette journée un peu particulière pour beaucoup de Français, c'est avec Marie Brémond. Un peu partout en France, c'est le même rituel qui a enfin repris. Jour 1 de la vie d'après, scène extraordinaire où les citadins profitent d'un plaisir simple, un café en terrasse. Ça fait drôlement plaisir, nous on s'est levé vraiment juste pour ça, donc on l'apprécie, on est super contents. Ah je kiffe, maintenant je kiffe. Réouverture des bars et restaurants, levée de la limitation des 100 km, retour sur les bancs de l'école pour certains collégiens et lycéens. Cette phase 2 du déconfinement sonne la fin de nombreuses restrictions, mais le retour à la normale n'est pas encore d'actualité. Évidemment, il y a toute une clientèle dont on doit se passer, donc tous les touristes étrangers, parce qu'à l'heure actuelle, le trafic aérien n'a pas repris de façon optimum. Donc ouais, normalement, à cette heure-ci, on est censé déjà être plein et commencer à penser au service du midi, quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Et les perspectives économiques les plus sombres se profilent. L'exécutif anticipe une récession plus forte que prévu. Le chiffre de récession de 8% était provisoire, que le choc avait été très brutal, que notre économie était quasiment à l'arrêt pendant plusieurs semaines et que ça se traduirait dans le chiffre de la récession de 2020. Effectivement, le chiffre qui va être présenté au Conseil des finances publiques, c'est moins 11% pour l'année 2020 pour la croissance française. Le ministre de l'économie qui réaffirme une fois de plus que sur le terrain économique, le plus dur reste à venir. Allons plus loin donc avec vous, Jérôme Bascher. Vous en avez profité, vous, de ce 2 juin un peu plus déconfiné? Vous avez bu un café en terrasse, par exemple, ou pas ce matin? Non. Mais contrairement à Bruno Le Maire, j'ai bien fait attention aux gestes barrières, parce que ce matin, il prenait effectivement devant les télévisions un café en terrasse, mais ils étaient un peu serrés, je crois, par rapport aux gestes barrières. Et d'ailleurs, c'est le risque, c'est que le déconfinement, ça soit l'oubli des gestes barrières, qui restent la distanciation physique et non pas sociale, et le lavage des mains, le port du masque dans les transports, qui est un autre très gros sujet qui passe un peu inaperçu après l'ouverture des restaurants et des terrasses, j'allais dire seulement en région parisienne. Ce sont encore des sujets d'actualité. Ça veut dire que vous le voyez avec un peu d'anxiété, ce déconfinement, cette phase 2 là?
Non, ça veut dire que tout n'est pas encore complètement d'équerre. C'est-à-dire que prenons les restaurateurs. Par chez moi, ils ont rouvert, mais les chaînes de production n'étaient pas faites. Ils ne savent pas ils atteignent leur équilibre avec des tables à 1 mètre, etc. Donc on a un truc un peu bâtard. On est encore en déconfinement. Ce n'est pas la fête. C'est assez amusant qu'on fasse une nouvelle, d'aller prendre un café en terrasse. Évidemment, on comprend pourquoi, mais on voit bien que ce n'est pas fini. On est complètement encore dans la transition, et les périodes de transition sont toujours des périodes difficiles où l'erreur est facile. Je parlais de légèreté en introduction, alors une légèreté limitée tout de même. On a entendu Bruno Le Maire qui nous parle quand même d'une récession de 11% cette année. Vous redoutez une année terrible pour l'économie française, pour le pays, pour les Français d'ailleurs? Ça va être, c'est la crise de 29 de ce point de vue-là. Et donc maintenant, il faut savoir si on transforme ça en crise de 29, c'est-à-dire 10 ans de récession et de choses compliquées à vivre dans les sociétés, ou est-ce qu'on arrive à faire une petite remontée assez vite, le plus vite possible? On vient de nous dire, les restaurants rouvrent. Oui, mais les restaurants d'entreprise n'ont pas rouvert en Ile-de-France, par exemple. C'est de cela dont il faut parler, car les restaurants, tous les Français, les 900 000 chômeurs de plus, ils ne se précipitent pas au restaurant, ils se précipitent aux allocations chômage pour essayer de finir les fins de mois. Donc on voit bien qu'il faut reprendre l'activité, c'est ça qui est important pour les restaurateurs, pour que les entreprises envoient leurs commerciaux un peu partout et qu'ils puissent manger, mais c'est surtout aussi les restaurants d'entreprise, parce que pendant ce temps-là, on ne peut pas non plus avoir les gens à l'usine ou dans l'entreprise. Allez, on continue, Jérôme Bacher, c'est l'heure du club. Et Samia Dechir, on commence donc avec vous. Le Sénat vient d'adopter une proposition de loi pour couvrir les entreprises, justement, en cas de nouvelle pandémie. Oui, Rebecca, c'est une proposition qui a été portée par la droite sénatoriale. Elle crée, en cas de grave crise sanitaire, une couverture obligatoire des pertes des entreprises par les assurances. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que les contrats d'assurance ne prévoient tout simplement aucune indemnité pour le type de crise qu'on vient de vivre, c'est-à-dire une crise sanitaire. Alors, on s'en est malheureusement rendu compte avec le Covid-19, puisque des milliers d'entreprises ont été très durement touchées et que les contrats ne les ont pas couverts. Alors, sous la pression de l'opinion publique et du Parlement, les assurances ont quand même versé des aides, 400 millions d'euros qui ont abondé un fonds de solidarité créé par l'État. Certains disent que ces aides ont atteint 3 milliards d'euros. Alors tout dépend ce qu'on prend en compte pour le calcul. Toujours est-il que quel qu'il soit, ce montant est jugé insuffisant par les sénateurs de tous bords. Et donc ils ont voulu créer ce nouveau mécanisme de financement pour que ça n'arrive plus. Cette proposition de loi crée une assurance qui n'existait pas jusqu'ici. Écoutez Jean-François Husson, l'un des auteurs de la proposition de loi. Ce que nous avons cherché à créer, c'est en quelque sorte un paratonnerre économique, reposant sur la responsabilité partagée entre l'État et les assureurs. Qu'ils soient PME, ETI, plus grandes entreprises, indépendants, agriculteurs, tout le monde est dans l'attente. Nous avons un rendez-vous à tenir avec les Français. C'est peut-être, et j'en finirai par là, la première pierre du grand plan de résilience que la France doit avoir avec ses acteurs économiques. Alors concrètement, comment ça va fonctionner ce nouveau mécanisme, ce nouveau paratonnerre économique ? Il prévoit un financement mixte et en fait, il prévoit que les assurances devront indemniser les pertes qui sont liées aux charges fixes des entreprises, c'est-à-dire tout sauf les salaires, les impôts et les taxes qui, eux, seront pris en charge par des dispositifs spécifiques de l'État comme le chômage partiel qu'on a connu pendant la crise du Covid. Alors, toutes les entreprises seront soumises à cotisation, mais toutes ne seront pas indemnisées. Il faudra qu'elles aient une perte d'au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Enfin, ces aides seront versées dans un délai de 30 jours maximum, donc assez rapidement, parce qu'on l'a vu dans ce type de crise, la trésorerie d'une entreprise, elle peut basculer très vite dans le rouge. Question qui fâche, comment ce sera financé ? Je vous le disais, c'est un financement mixte, c'est-à-dire que cette couverture contre les risques sanitaires serait à la fois financée par une cotisation supplémentaire des entreprises elles-mêmes, et puis il y aurait également un fonds qui sera alimenté par les assureurs à hauteur de 500 millions d'euros, avec une garantie de l'État qui pourra mettre la main au portefeuille si tout ça n'est pas suffisant pour couvrir le montant des indemnités nécessaires. Alors au final, qui va prendre la part la plus importante entre les entreprises, les assureurs et l'État ?
Eh bien, ce n'est pas très clair pour le moment, et c'est justement ce qui a suscité les critiques de la gauche au Sénat. Pour les socialistes et les communistes, l'idée du mécanisme, elle est bonne, mais la proposition de loi ne prévoit pas à leurs yeux une participation suffisante des assureurs au financement du mécanisme, en tout cas pas à la hauteur de leurs bénéfices. Éric Bocquet, sénateur du Nord, est monté au créneau cet après-midi avec 2 chiffres à l'appui. Je rappellerai ici les propos de la présidente de la Fédération française des assurances qui déclarait, le 13 avril dernier au Figaro, je cite, qu'en France, les pertes d'exploitation liées à la pandémie se chiffrent à près de 60 milliards. Si nous devions indemniser l'intégralité des pertes d'exploitation, cela reviendrait à mettre le secteur de l'assurance par terre. Fin de citation. Pourtant, ces dernières années, le chiffre d'affaires du secteur de l'assurance en France a progressé au point de placer l'Hexagone en tête du marché européen avec 2 609 milliards d'euros de cotisations. Voilà, la gauche s'est donc abstenue. Les socialistes vont d'ailleurs déposer une autre proposition de loi avec un mécanisme différent qui, lui, serait financé par un prélèvement direct sur les bénéfices du secteur des assurances. Mais la majorité sénatoriale de droite et du centre était favorable et a donc adopté ce texte qui va maintenant être examiné dans un deuxième temps par l'Assemblée nationale. Et là, pas sûr qu'il soit adopté puisque le gouvernement n'y est pas favorable. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a lui-même créé un groupe de travail qui rassemble tous les acteurs du secteur. Et ce qu'a dit l'exécutif cet après-midi, c'est sur le principe, oui, mais attendez, laissez-nous le temps de finir le travail qu'on est en train de faire avec les assurances et on proposera un mécanisme qui sera probablement similaire, mais pas de précipitation. Et ça, c'est une position qui vous a énervé, Jérôme Bascher. Vous l'avez fait savoir cet après-midi dans l'hémicycle. Qu'est-ce que vous reprochez exactement au gouvernement dans cette histoire ? En fait, je merci de votre propos, Samia Bachir. Le gouvernement, quand il y a une proposition de loi, dit il faut attendre. Quand il y a urgence, on fait des ordonnances et on demande au Parlement de lui faire confiance. Et quand le Sénat, par exemple, fait une proposition, ou l'Assemblée nationale, eh bien, il est urgent d'attendre. Donc c'est assez paradoxal. Nous, on ne dit pas que ce texte est parfait. Je suis co-signataire de ce texte, je l'ai évidemment voté. Il n'est pas parfait. Mais il mérite de mettre un petit peu, passez-moi l'expression, un peu le couteau dans les reins des assureurs notamment. Mais aussi dire la responsabilité de l'État, car il s'agit bien d'une décision administrative de fermer. Donc c'est bien l'État, puissance publique, qui dit on ne peut plus faire l'économie ne peut plus fonctionner. Donc l'État est un peu responsable. Donc que l'État soit participant, c'est clair. Que les entreprises qui cotisent puissent, voilà, c'est un contrat d'assurance, donc il faut bien payer quelque chose en contrepartie. Sauf qu'il faut que ce soit raisonnable, parce qu'aujourd'hui, les entreprises françaises, je ne crois pas qu'elles aient le moins de charges d'Europe. Et elles en auront peut-être un peu moins. Que répondez-vous à la gauche qui dit qu'on les ménage un peu quand même, ces assureurs qui pourraient participer plus aussi Mais c'est ce que nous faisons et nous sommes encore dans la discussion car nous participons, Michel Raison et Jean-François Husson participent au groupe de travail avec le gouvernement et avec les assureurs. Donc nous sommes totalement, dans le travail et dans la construction. C'est le travail du Parlement, c'est le travail du Sénat. Nous sommes totalement là-dedans, mais j'aimerais bien qu'on commence à écouter d'une oreille favorable. Ce n'était pas que la majorité sénatoriale, c'était au-delà. Le groupe RDSE a voté favorablement, les indépendants ont voté favorablement. On voit bien que le texte est pas mal. Ça embête un peu le gouvernement d'être un peu à la traîne, car on avait voté des dispositions lors de la loi de finances rectificative que nous avons retirées en CMP pour être sur un débat conclusif, mais on avait déjà pris des mesures. Aujourd'hui, les assureurs ne jouent pas totalement le jeu. Ils mélangent les choux et les carottes pour annoncer, comme le fait le gouvernement bien souvent d'ailleurs, dans ses plans de relance, pour dire qu'ils ont mettre 3 milliards d'euros, mais dedans, il y a à la fois 30 millions de crowdfunding, un peu de trésorerie si vous ne pouvez pas payer votre prime d'assurance maintenant. Enfin, c'est un peu du mélange de tout. Ça ne va pas, il faut maintenant passer à la réalité, aux choses sérieuses. Le mélange de tout, c'est un peu aussi votre thème, Jonathan Oui, Triez. On va continuer avec vous, on va reparler de ce projet de loi au contour un peu flou, celui que certains sénateurs et sénatrices ont même appelé fourre-tout ou gloubi-boulga. On en parlait la semaine dernière, il y avait une commission mixte paritaire ce matin, une CMP, et députés et sénateurs sont tombés d'accord. Rappelez-nous ce qu'il y a dedans. Voilà, alors c'est un texte en fait qui vient compléter ou préciser des dispositions qui avaient déjà été prises dans l'urgence pour répondre à la crise du Covid-19.
Covid-19. Et donc ce matin, en 1h30, les députés, les sénateurs ont trouvé un compromis. Il y en a 7 de chaque côté, ils se mettent autour de la table et après on voit si un accord en découle. Et donc le texte qui est définitif devra donc être adopté par les deux chambres et ce sera fait courant juin. Donc ce texte, c'est plutôt à l'avantage, il tourne plutôt à l'avantage du Sénat puisqu'il ressemble, en tout cas allez, on va dire à 90%, je dirais, à celui adopté par la Chambre haute le 28 mai. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je vous donne quelques mesures notables conservées à l'issue de la commission mixte paritaire. On y trouve notamment des adaptations du droit du travail en matière de chômage partiel, mais aussi il y a le report de la création d'un registre des lobbies pour les élus locaux d'1 an. Ça, c'est quelque chose, Jérôme Bascher, vous aviez porté un amendement pour repousser la création de ce fichier à 2023. C'est 2022 finalement qui est retenu. Voilà. Et donc c'est un amendement qui a quand même provoqué, qui a fait grincer des dents, notamment certaines ONG qui ont réagi. Transparency International également, qui dénonce, je vous le cite, une remise en cause des mesures essentielles à la transparence. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Non, là, je préfère dire les choses très simplement. On a eu des discussions informelles avec Transparency, donc on ne peut pas nous dire que... Voilà, on ne peut pas avoir de double langage. Le langage, pour moi, il est simple, c'est la loi, il faut qu'elle soit applicable. Elle n'est pas applicable au 1er janvier 2021. Donc, une fois qu'elle n'est pas applicable au 1er janvier 2021, peut-être on peut se donner du temps pour qu'elle soit applicable. C'était on peut se faire pour des plaisir. raisons de faisabilité. Mais oui, complètement, car j'ai repris... Parce qu'elle a déjà été repoussée. Elle a été déjà repoussée, ça devait être 1er janvier 2018, c'était repoussé au 1er janvier 2021, mais la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nous dit, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, on va être noyé d'informations. Ce sont pour les élus locaux, donc dans un village de 100 habitants, un entrepreneur de maçonnerie doit s'inscrire sur ce registre comme étant un lobbyiste parce qu'il a vu le maire. Non, attends, stop. C'était pas du tout l'état de l'esprit d'ailleurs de la loi Sapin 2, qui était pour éviter qu'on change les normes. Le lobby, c'était cela. Et là, maintenant, si vous voyez quelqu'un qui travaille, attention, il faut que vous soyez déclaré. Bon, on va peut-être un petit peu loin. Je n'ai même pas remis en cause ce principe. J'ai simplement dit, il faut qu'on puisse s'inscrire. Comme on ne peut pas le faire, j'avais proposé 2 ans, c'est 1 an qui est retenu, puisque c'est faisable, tout le monde, très bien, moi j'ai aucun problème. Si on pouvait le faire au 1er janvier 2020 de manière rétroactive, j'y suis pour. Donc ne trompons pas de problème, Jonathan Depriez. Alors il y a aussi d'autres choses, outre cette question sur laquelle Jérôme Bascher a travaillé, mais le Sénat a aussi bataillé sur d'autres choses, notamment pour restreindre l'extension des expérimentations des cours criminels, qui sont en fait des assises sans jury. Actuellement, il y en a 9 à l'expérimentation et le gouvernement comptait en fait sur ce projet de loi lié à la crise sanitaire pour augmenter sensiblement leur nombre, les faire passer à 30. Finalement, la CMP retient 18. Donc il y a eu un petit compromis qui a été fait par les sénateurs, mais qui était quand même très fermement opposé. Il y a aussi des dispositions sur le Brexit. Voilà, donc c'est un texte, vous le disiez, fourre-tout, et ça, les parlementaires, que ce soit certains députés et les sénateurs, n'ont cessé de le dire, qualifiant ce projet de gloubi-boulga. Oui, c'est pas moi, l'expression ni gloubi-boulga ni fourre-tout ne viennent de moi. Au-delà du fond, cette commission mixte paritaire marque surtout une victoire sur la forme pour les sénateurs, sur la question des ordonnances, Jonathan. Oui, c'est une victoire parce qu'au départ, en fait, ce projet de loi fourre-tout, le gouvernement, il tablait sur 40 ordonnances. L'Assemblée a réduit ce nombre à 24 et ensuite le Sénat les a fait passer à 10 et donc c'est finalement le Sénat qui a eu gain de cause ce matin puisque c'est finalement 10 qui a été retenu, donc le texte définitif validé grave un peu dans le marbre. Finalement c'est 10 ordonnances et c'est un apport significatif du Sénat en la matière. Rappelez-nous peut-être pourquoi ça posait problème aux parlementaires ces ordonnances. Alors ouais, les ordonnances ça posait problème à mesure que la crise, que l'état d'urgence sanitaire s'est installé, parce qu'en fait, ça court-circuite tout simplement les prérogatives du Parlement. En fait, ça signifie une ordonnance que le Parlement autorise en fait le gouvernement à écrire la loi à sa place. Oui. Donc, ce dispositif, ça peut avoir un certain nombre d'intérêts, notamment, ça présente une sorte d'agilité, de rapidité quand il faut prendre des mesures très vite et très fort, on va dire, dans des situations d'urgence, ce qui était le cas, et ça d'ailleurs personne ne le conteste. Mais la France qui est déconfinée depuis le 11 mai, avec une épidémie qui ne semble pas vraiment reprendre, et c'est tant mieux, les parlementaires ont eu donc du mal finalement à avaler que le gouvernement revienne à la charge avec un texte, avec une nouvelle avalanche d'ordonnances permettant de légiférer sur des pans entiers du droit et sur des questions vraiment essentielles au prétexte de la crise sanitaire. Et donc, le risque en fait, qui était pointé par les parlementaires, c'était à la fois
un risque pour les pouvoirs du Parlement et aussi un risque de fait pour la démocratie puisque la représentation nationale s'en trouverait bafouée. Donc 10 ordonnances contre 40 à la base, c'est une victoire que salue Muriel Jourda qui était rapporteure du texte pour la commission des lois. On l'écoute. Vous savez que c'était un texte qui partait d'une quarantaine d'habilitations légiférées par ordonnance que nous demandait le gouvernement. Et le but du Parlement, quand même, c'est de faire le travail et de ne pas déléguer son travail au gouvernement. Donc nous sommes arrivés à une dizaine d'habilitations. C'est une réduction drastique qui avait commencé à l'Assemblée nationale, qui s'est poursuivie au Sénat. Je pense que c'est déjà une victoire parlementaire que de conserver nos prérogatives et le travail que nous avons à faire sans finalement dire au gouvernement bien faites le travail à notre place. Voilà, et donc le texte définitif habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance, je cite, dans les seuls cas où cette méthode s'avérait indispensable, comme le dit le communiqué du Sénat, et où il n'était pas possible de traiter la question directement dans la loi. Donc cet agacement aussi des parlementaires, il faut bien le dire, s'explique par le fait que le gouvernement a pris près de 60 ordonnances depuis le début de l'état d'urgence. Ouf, Jérôme Bascher, à l'issue de cette CMP, seulement 10 ordonnances, vous avez le sentiment de limiter la casse ? Ah ben on limite la casse, oui, c'est pas un problème de casse, c'est un problème de respect des prérogatives des uns et des autres. Si on veut supprimer le Parlement, on légifère uniquement par ordonnance et donc il n'y a plus de législatif. Je sais bien que parfois on dit, voilà, on donne les pouvoirs au président de la République avec ce quinquennat, voilà, et l'inversion du calendrier. Et donc, ça ne sert à rien, les députés sont des godillots, les sénateurs, ça ne compte pas. Voilà. Non, et ça suffit. Enfin, on évite parfois de faire des bêtises. Et notamment, vous avez parlé, à juste titre, j'ai entendu parler de la justice. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Donc, c'est pas rien, et on peut estimer quand même que la loi peut déterminer ce qu'on vient de faire en matière de justice. Et j'entends qu'un certain nombre de cours sont débordés, hein, et donc c'est pour ça qu'on a accepté d'aller un peu au-delà des expérimentations pour dégager du temps. On est compte qu'on choisit de dégager du temps pour rendre la justice moins bien ou d'une autre façon. On est quand même à des choses extrêmement limites. Simplement, on ne peut pas laisser non plus des gens en préventive, comme ça. Donc, vous voyez bien que les arbitrages sont parfois difficiles, mais qu'on ne peut pas laisser que cela au gouvernement. Donc on a pris toutes nos prérogatives. L'Assemblée a fait la moitié du chemin, on fait l'autre moitié du chemin. Je trouve que dans le bicamérisme, c'est une bonne façon de fonctionner. Juste un point sur ces ordonnances. Oui, le gouvernement veut des ordonnances pour aller vite. Sauf qu'après, lorsqu'on vote des lois, comme des lois de finances rectificatives, il ne prend pas les décrets. Et notamment, il y a la question des surblouses, notamment celle qui énerve Albéric de Montgolfier, à juste titre. Nous avons voté un amendement, voté donc finalement en commission mixte paritaire, donc à l'unanimité, sur les surblouses et les... C'est la TVA à 5,5 au lieu de 20%. Exactement. C'est fait pour les masques et le gel, vous le savez, hein, hydroalcoolique, mais ce n'est pas fait pour les surblouses et les charlottes. Or, on dit, ah oui, on ne sait pas trop. Or, tout ça, nous avons pris cet amendement, et je m'en souviens très bien, j'étais en commission, en reprenant ce qui existe dans le bulletin officiel. Donc on n'a pas une chose qui est listée par Bercy. Donc on n'a pas cherché on a fait référence à ce document. Et la Bercy ne l'a toujours pas pris. Donc vous avez des entreprises et des collectivités qui aujourd'hui sont taxées en 5,5, d'autres à 20, on vous rendra l'argent, on ne sait pas quoi. C'est vraiment une mauvaise façon, là pour le coup, de faire la loi quand le gouvernement n'applique pas la loi. Autre proposition de loi étudiée au Sénat, celle qui concerne le vote par procuration en vue des municipales cette fois. Steve Jourdain, vous êtes en salle des conférences avec Éric Kerrouche, sénateur socialiste des Landes, membre de la commission des lois. Oui, Éric Kerrouche, bonjour. Est-ce qu'il est nécessaire de faciliter et d'assouplir le système des procurations pour le second tour des municipales ? Il est nécessaire de faire en sorte que le second tour des municipales se passe le moins mal possible. Et toutes les solutions qui vont contribuer à faciliter la participation des électeurs sont les bienvenues. Alors lesquelles, justement ? Alors, le fait qu'on anticipe sur la loi engagement et proximité et qu'on puisse avoir plus d'une procuration, c'est une bonne chose. À titre personnel et avec d'autres sénateurs socialistes, j'ai aussi déposé une proposition qui a été transformée en amendement et qui concerne le vote postal. Bref, avoir un ensemble d'éléments qui puissent limiter une abstention dont on sait qu'elle pourrait être très forte, voire plus forte qu'elle ne l'a été au premier tour. Alors les communistes souhaitent fournir un masque gratuit pour chaque électeur qui va voter. Vous êtes pour ? Il y a deux choses. Il y a le contenu et le contenant. Alors, en effet, il faut aussi que quand on va voter, on soit dans de bonnes conditions et rassuré pour le faire.
Mais pour autant, certains ne le seront pas assez pour se déplacer. D'où la nécessité d'introduire des dispositifs particuliers, ponctuels, qui répondent à ces élections, comme ce dont on vient de parler, les procurations ou le vote postal. Parce que c'est un moyen de rassurer des gens qui, sinon, ne viendront pas. Le 15 mars, l'abstention a été fortement différentielle, conditionnée par l'âge. Il ne faudrait pas que ça se reproduise à nouveau. Donc un masque par électeur. Un masque par électeur, bien entendu, dans les bureaux de vote, le respect des gestes barrières, et pour ceux qui ne souhaitent pas venir parce qu'ils sont toujours craintifs, eh bien, d'autres moyens de voter, c'est ce dont nous allons discuter. Dernière question, est-ce que cette crise n'aurait pas été l'occasion de faire avancer justement de nouvelles modalités de vote? Je pense par exemple au vote électronique, au vote par Internet. Alors, c'est un peu compliqué. Le vote par Internet, c'est une question de sécurisation et c'est assez complexe. Le vote électronique, c'est qu'une modalité de vote dans le bureau de vote et autant je suis ouvert à l'ensemble des possibilités, autant sur le vote électronique, j'y suis farouchement opposé parce qu'on ne peut jamais garantir la sécurité informatique d'un vote électronique. Merci beaucoup, Monsieur Kerrouche, d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous, Rebecca. Merci, Steve. Merci, Éric Kerrouche. Quelle est votre position, juste pour revenir sur ce vote électronique? Vous aussi, vous y êtes farouchement opposé? J'y suis opposé. J'ai fait un rapport parlementaire sur notre faiblesse au niveau de notre protection électronique, la sécurité informatique et des institutions de la République. Et donc, je peux vous confirmer que tout cela est manipulable et elle l'a été dans quelques pays. Donc, enfin, si on arrive à travailler en télétravail et à échanger des données parfois confidentielles d'entreprises, je vous rassure, j'ai écrit d'ailleurs là aussi un petit papier là-dessus, on est en extrême fragilité sur l'intelligence économique liée à ce télétravail. On a utilisé Zoom, en veux-tu, en voilà, n'importe qui se connecte à n'importe quelle conférence téléphonique. Les entreprises n'ont pas été toutes très sérieuses parce qu'elles n'étaient pas armées et les institutions, bien souvent, non plus. Et le vote par procuration, pour revenir sur le thème de départ, il faut le faciliter, il faut l'assouplir. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Le 4 mars, j'avais interrogé le gouvernement sur le report des élections. Laurent Nunez m'avait traité d'indigne national pour cela, pour casser le consensus qui avait lieu. Non, il faut effectivement prendre toutes les mesures de protection. Vous pensez bien que chez moi dans l'Oise, où on avait le premier cluster, le premier mort, j'avais vu les dégâts que cela causait. On n'arrivait pas à trouver de masque, on n'avait pas de gel. À ce moment-là, rien. Et donc, on savait qu'on ne pouvait pas assurer les élections normalement. Au moment du dépouillement, et ce n'est pas au moment des opérations de vote, au moment du dépouillement, nombre d'adjoints au maire, nombre de maires, nombre de conseillers municipaux et d'autres personnes qui participaient du dépouillement, puis après éventuellement de la victoire, ont été malades. Certains en sont morts dans l'Oise. Voilà. J'avais prévenu, on m'a bafoué, je le dis, et je le dirai tout à l'heure en rentrant dans l'hémicycle au ministre, vu que c'est lui qui me l'avait dit. J'ai trouvé ça un peu léger, donc on pourrait prendre cette fois-ci vraiment les mesures de précaution. Et oui, en un mot, sur le 28 juin, vous étiez d'accord avec cette date? Il faut bien en trouver une, vous savez, il n'y a aucune date parfaite. Moi, je ne sais pas si la situation sanitaire elle est mieux le 28 juin que le 28 septembre, j'en sais rien. Allez, on va continuer ce club et le terminer avec vous, Jean Massier, fondateur d'Acropolis. On continue de parler des élections municipales. Zoom sur Paris, parce qu'il se passe des choses plutôt intéressantes dans la capitale. Eh bien oui, il y en a certains qui ont eu un confinement plutôt agité, c'est les candidats aux élections municipales. On en viendrait presque à l'oublier, mais comme l'a rappelé monsieur le sénateur, c'est bien dans 3 semaines et demie seulement qu'aura lieu le second tour. Et ça y est, les jeux sont faits. Les candidats avaient jusqu'au début de cette émission, là, à 18h pile, pour déposer leur liste en préfecture en vue du second tour. À Paris, c'était attendu, mais c'est maintenant officiel. Anne Hidalgo, la maire sortante, fera équipe avec les écologistes. La maire sortante, forte de sa large avance au premier tour, a signé un accord ce matin avec David Béliard, le patron des écolos parisiens. Ce sont donc les 10% de voix des Verts au premier tour qui viennent s'ajouter aux confortables 29% des socialistes et des communistes pour sécuriser un second tour pour lequel Anne Hidalgo partait déjà largement favorite. Le soutien des écolos, c'est un Graal que veulent beaucoup de candidats dans les grandes villes en ce moment depuis les élections européennes, évidemment. Le vote vert a le vent en poupe et avoir leur soutien, ça compte. Et ces négociations confinées, elles ont été difficiles ou pas, Jean ?
Non, elles n'ont pas été très difficiles à Paris et ce pour deux raisons. D'une part, les deux camps se connaissent bien. En fait, il faut pas l'oublier, c'est bien une gauche plurielle qui dirige Paris depuis 2001. C'est un triptyque PS, PC, écolo qui forme la gauche parisienne. Par ailleurs, la gestion commune a été aidée dans le contexte actuel. Évidemment, le confinement, le déconfinement, et ben, ça a poussé la ville à amplifier ses équipements, notamment pour le vélo. Et puis la fuite des Parisiens vers la campagne pour le confinement a aussi rappelé qu'il y avait besoin de rafraîchir un peu la ville et puis la réouverture des parcs et des jardins. Bref, le contexte est plutôt favorable à des négociations entre les écolos et les socialistes. Et puis par ailleurs, il y a une deuxième raison qui a facilité les négociations, et ben, c'est que la République en marche n'est plus vraiment un obstacle. À Paris, le contexte est quand même très très favorable à la maire sortante Anne Hidalgo. Le parti présidentiel La République en marche, qui lorgnait sur la capitale, qui aurait bien voulu accrocher la capitale à son tableau de chasse des municipales, va devoir abandonner ce doux rêve. Les marcheurs ont très très vite déchanté. Il y a évidemment eu Cédric Villani qui a posé une candidature dissidente, ce qui a déjà placé la campagne sous une mauvaise augure. Benjamin Griveaux qui s'est retrouvé hors course pour les raisons qu'on connaît en janvier dernier, à quelques semaines du premier tour. Agnès Buzyn qui est arrivée en 3e position au premier tour, et puis surtout qui s'est embourbée dans sa gestion calamiteuse du début du coronavirus, à tel point que son maintien au second tour a même été questionné au sommet de l'État ces dernières semaines. C'est vous dire, le coup de grâce est tombé hier. Cédric Villani maintient sa candidature au second tour, il ira jusqu'au bout, il n'aura absolument rien lâché. Bref, pour La République en marche, c'est la Bérésina à Paris. Personne ne les imagine réaliser une percée au second tour, et Anne Hidalgo a donc un boulevard devant elle. Elle bénéficie du plus beau cadeau qui puisse exister en politique, c'est la division du camp d'en face. Et puis le poids politique d'Anne Hidalgo ne se limite pas au périphérique, aux frontières du périphérique, hein. Eh bien oui, tout à fait. Anne Hidalgo, elle renforce sa position non seulement à Paris, mais aussi à gauche. La maire de Paris peut s'enorgueillir d'un bilan en fait qui est très politique. Anne Hidalgo, elle est l'héritière et désormais l'animatrice d'une alliance rose-vert-rouge qui démontre à la fois sa capacité à fonctionner ensemble dans un exécutif, mais surtout à gagner des élections importantes. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien puisqu'Anne Hidalgo, elle permet aux socialistes de retrouver un petit peu des couleurs. Eux qui faisaient grise mine, le vieux parti avait quasiment disparu de la scène politique à gauche après la division du quinquennat de François Hollande, après le très maigre score de Benoît Hamon à la présidentielle. Le PS s'était rangé aux européennes derrière un petit parti Place Publique, et malheureusement pour eux, Raphaël Glucksmann avait recueilli que 6% des voix. C'était le pire score des socialistes à une élection européenne. Depuis, le Parti socialiste s'interroge comment exister entre deux poids lourds qui sont d'ailleurs issus de ses propres rangs. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, ancien sénateur socialiste, et à droite, Emmanuel Macron, ancien secrétaire général adjoint et ministre socialiste. Hidalgo, elle fait la démonstration qu'une alliance solide, ça peut fonctionner localement. Or, ce qui peut fonctionner localement, ça peut s'envisager éventuellement comme un destin national, pourquoi pas. Merci beaucoup. Jean-Jérôme Bacher, à Paris, les jeux sont faits. Le front anti-Hidalgo n'a pas fonctionné, a priori. Ah non, moi je crois que ceux qui veulent que Anne Hidalgo ne soit pas élue doivent voter Rachida Dati. C'est aujourd'hui clairement la seule qui peut essayer, encore espérer pouvoir l'emporter, parce que vous connaissez mieux que moi, ou aussi bien que moi, la difficulté des arrondissements qui envoient tant de conseillers. Il suffit d'un ou deux arrondissements qui basculent. Vous y croyez vraiment ? Vous y croyez encore Moi je l'espère, oui. Vous savez, on ne croyait pas beaucoup à Rachida Dati. Puis finalement, et moi je crois surtout à l'effondrement de La République En Marche. Donc les électeurs de La République En Marche qui veulent sortir Anne Hidalgo, elle n'est pas majoritaire dans Paris. Elle n'est pas majoritaire. Donc si on veut sortir Anne Hidalgo, il n'y a qu'un seul vote aujourd'hui. Donc voilà, c'est Rachida Dati. Mais excusez-moi de ne pas être que parisien, parce que certes, cette analyse sur Anne Hidalgo qui effectivement rassemble la gauche plurielle, elle est totalement héritière du mouvement de Lionel Jospin. Les Verts ont tendance à rejoindre de toute façon plutôt les partis de gauche, partout en France. Ah oui, ça on peut pas dire. On peut pas dire qu'ils soient de droite en fait. Voilà, en fait, ils sont pas verts, ils sont de gauche. Bon voilà, faut dire les choses clairement. C'est pas une faute majeure. Chez moi, c'est pas un péché grave. On a le droit d'être de droite, on a le droit d'être de gauche. Je suis pour le respect de chacun. Mais effectivement, il y a 600 000 Parisiens qui votent au total. C'est pas la France. Ce n'est pas la France, Paris. Et lorsque on regarde ce qui se passe ailleurs, notamment à Grenoble, je ne suis pas sûr qu'une gestion verte soit vraiment l'exemple pour une gestion de municipalité. Quand vous voyez les difficultés, on va dire ça comme ça, parce que je suis gentil, vis-à-vis de la racaille, comme aurait dit Nicolas Sarkozy, de cette ville,
je pouvez vous dire que c'est pas forcément, ou la gestion financière de la ville de Grenoble, c'est pas forcément un exemple à suivre. Donc tous ceux qui trouvent le sujet important, moi le premier, de l'environnement, qui disent qu'ils vont voter Anne Hidalgo parce qu'on se félicite que les Parisiens soient partis pendant le confinement de Paris pour aller ailleurs, je trouve ça extraordinaire. C'est l'exemple même de l'échec complet d'Anne Hidalgo sur ce sujet de l'environnement. Ah certes, elle a fait des couloirs de bus. Mais enfin, elle a bétonné depuis 2001. Si vous regardez le nombre de mètres qui ont été bétonnés par la ville de Paris, autour des arbres, des petites placettes qui ont été bétonnées, si vous regardez qu'aucun parc n'est prévu, eh bien, voilà la vérité. Et on redensifie la ville. Voilà ce dont il s'agit. Pendant ce temps-là, les transports n'ont pas vraiment repris à Paris. Vous avez des embouteillages ce matin parce que l'économie a repris comme jamais. Les portes de Paris sont ultra bouchées. Mais ça, on n'en parle pas. C'est ça le bilan vert de Madame Anne Hidalgo. Et ce sera le mot de la fin. On aura l'occasion d'y revenir sur ces municipales. Merci infiniment, Jérôme Bascher, d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés tout au long de cette demi-heure. Merci à tous les trois. Merci Jonathan, merci Samia, merci Jean. La suite d'ALPL, c'est un grand débat. On va partir outre-Atlantique pour tenter d'analyser ce qui se passe depuis une semaine. Le meurtre de George Floyd, puisque c'est bel et bien un meurtre, a été un nouveau catalyseur de tensions raciales qui n'ont jamais disparu aux États-Unis. Pourquoi ça explose maintenant? Est-ce le résultat de presque 4 années de Trump? Faut-il aussi y voir peut-être un lien avec le coronavirus qui a particulièrement touché les Afro-Américains? C'est une situation complexe qui intègre beaucoup de paramètres qu'on va essayer de démêler tous ensemble juste après les faits, les dernières images fortes avec Jérôme Rabier. Aux 4 coins des États-Unis, des manifestations monstres pour réclamer justice une semaine après la mort de George Floyd lors d'un contrôle policier. Ici, des forces de l'ordre rejoignent les manifestants et s'agenouillent avec eux pour marquer leur soutien aux expressions de colère pacifique. Mais dans plusieurs villes du pays, les policiers ont dispersé les manifestants, comme devant la Maison-Blanche à Washington, au moment même où Donald Trump prenait la parole. Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses habitants, alors je déploierai l'armée des États-Unis et je résoudrai rapidement le problème à leur place. S'en prenant au gouverneur démocrate qui laisserait faire les pillages, le président américain a ensuite voulu s'offrir une image symbolique. Après avoir fait disperser la foule réunie devant le siège de la présidence, il s'est rendu à pied à l'église Saint-John, située à quelques centaines de mètres. Une Bible à la main, il a alors livré un message destiné à sa base électorale. Nous avons un grand pays, c'est ce que je pense, le plus grand pays au monde. Ça ne prendra pas longtemps, et voyez ce qu'il se passe, ça revient en force. Ce sera plus grand que ça ne l'a jamais été. S'affirmant comme le président de la loi et de l'ordre, il tente d'utiliser cette séquence en vue de l'élection présidentielle de novembre prochain. Son adversaire démocrate, Joe Biden, en déplacement lui aussi dans une église, a joué la carte inverse. L'écoute d'abord de membres de la communauté afro-américaine, puis il a promis de s'attaquer au racisme dès les premiers jours de son mandat si les Américains lui offrent cette victoire. Quand vous avez quelqu'un au pouvoir qui souffle sur les braises de la haine, cette haine se répand. Ce que dit le président compte. Avec cette mort violente et ces manifestations, l'Amérique présente plus que jamais ses divisions au monde, avec un commandant en chef qui promet de rétablir l'ordre, pas sûr que l'apaisement soit vraiment recherché. Et avec nous pour ce grand débat ce soir, Jean-Éric Brana, bienvenue, maître de conférence à Paris 2, spécialiste de la politique et de la société américaine, auteur de La Constitution américaine et les institutions, qui sort en août prochain, je crois. Christian Macarian est aussi avec nous à distance. Bonsoir Christian, bienvenue, directeur délégué à la rédaction de l'Express. Et Paul Rine à distance également, bienvenue, vous êtes président du Parti républicain en France. Merci à tous les trois d'être avec nous. La situation vous semble-t-elle exceptionnellement explosive, exceptionnellement historique, comme on l'entend beaucoup, Jean-Éric Brana? La situation me semble très sérieuse, en tout cas. Alors explosive, elle peut le devenir. Et ça dépend maintenant comment les différents acteurs, et je pense aux acteurs politiques, bien sûr, vont agir, puisque c'est eux qui vont avoir les moyens de calmer ou de faire exploser cette situation. Mais c'est vrai que cette situation-là, en plus en déconfinement, il faut quand même le dire, alors que les populations ont eu un révélateur, et en particulier les Afro-Américains, qu'ils étaient dans leur fragilité et qu'ils ont été les plus touchés en payant un lourd tribut pour la plupart d'entre eux à cette
crises ont maintenant en face d'eux une autre crise économique. Et en sortant de cela, avec ces perspectives pas très bonnes, ils découvrent que les vieux démons sont toujours là, à savoir qu'ils peuvent se faire tuer sans que ça n'ait de conséquences, puisque ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que les 4 policiers ont été renvoyés de la police, certes, mais n'ont pas été présentés dans un premier temps à la justice. C'est ça que personne n'a supporté. Et comme à chaque fois dans l'histoire, on le verra dans un instant, c'est vrai que selon des chiffres dévoilés dans le JDD ce week-end, le virus a tué en majorité des Afro-Américains, 1 mort pour 1850 Noirs contre 1 pour 4400 Blancs, pardon de parler comme ça, mais c'est comme cela qu'on parle aux États-Unis. Ils sont aussi plus touchés que la moyenne par l'explosion du chômage lié à l'épidémie, plus 16,7% entre février et avril. Christian Macarian, c'est une crise à cause multiple, à la fois effectivement le coronavirus qui a été un déclencheur de quelque chose, et puis peut-être 4 ans de Trump et de ce que certains appellent un racisme décomplexé. Je crois qu'il y a un élément absolument structurel qui revient de façon, hélas, récurrente aux États-Unis. On a insisté, même sous Barack Obama, à des émeutes ou à des troubles, en tout cas, consécutifs à des exactions commises par des agents de police. Donc ça n'est pas du tout nouveau. Mais ce qui me paraît nouveau, c'est le séquençage, si j'ose dire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tout cela intervient à un moment où Donald Trump a montré pendant toute la crise de la pandémie, qui n'est pas du tout terminée, une sorte de distance et une sorte de focalisation sur sa clientèle électorale. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, je ne sais pas si Eric Brana est d'accord, mais je pense qu'il peut l'être, pour laquelle ce socle reste à ce jour intact, très fort. Et la question, c'est de savoir si Donald Trump va pouvoir s'appuyer sur ce socle-là pour rétablir la situation, et puis on en parlera après peut-être, éventuellement remporter la bataille électorale. On n'en est pas là. Pour l'instant, ce qu'il doit rétablir, c'est l'ordre. Or, il a choisi une thématique volontairement tournée vers le passé, puisqu'il reprend un slogan qui emploie 2 termes qui ont été utilisés par Richard Nixon lors de précédentes émeutes de ce type-là, en 1968. Ces 2 mots, ce sont la loi et l'ordre. Est-ce que par la loi, par l'ordre, par la menace d'utiliser des forces armées, c'est-à-dire l'armée régulière, l'armée professionnelle, est-ce que par des mesures exceptionnelles de ce type-là, Donald Trump peut rétablir l'ordre ou peut contenter son électorat? Le problème est là. Et il semble avoir choisi plutôt son électorat que l'ordre global. Et lorsqu'il fait référence à la loi et l'ordre, il pense à sa clientèle électorale. Et moi, ce qui me frappe, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas, si vous voulez, de grand sens de l'État dans tout cela. On va peut-être laisser répondre Paul Rine. Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Non, pas du tout. Donald Trump, il travaille pour tous les Américains. Il ne travaille pas seulement pour son base. Il faut se souvenir, il faut vous rappeler qu'avant le Covid, vous m'entendez bien? Avant le Covid, l'économie était en très bien état. Il a travaillé pour les Noirs. Le taux de chômage pour les Noirs, c'était le plus bas depuis jamais enregistré dans l'histoire des États-Unis. C'était le premier président à reformer le système de justice criminelle aux États-Unis, qui a vraiment aidé beaucoup de Noirs, libéré beaucoup de Noirs de prison pour rejoindre leurs familles et leurs enfants. Tout était en train d'être bien, mais le confinement prolongé par les démocrates, Trump a beaucoup dit qu'il ne faut pas continuer, prolonger, parce que ça ne sera pas bon pour les gens. C'est les démocrates qui ont voulu prolonger, pas Trump. Et maintenant, on voit les gens dans la rue, qui évidemment ont une bonne justification à cause de le meurtre de George Floyd, mais aussi à cause du confinement. Ils ont des vrais problèmes économiques. Et
Bon, Trump a essayé d'éviter tout ça. Donc, cette idée qu'il travaille que pour les Blancs, que pour les bas, c'est pas vrai du tout. Alors, puisqu'on parle de Donald Trump, on va peut-être écouter ou réécouter ses dernières interventions depuis une semaine. Il en a fait plusieurs. Certaines ont été vues comme plutôt des paroles provocantes ou des maladresses au choix. Je vous laisse vous faire un avis. Je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. J'ai pensé que c'était une chose terrible, une image terrible. Si une ville ou un État refuse de prendre les mesures nécessaires pour défendre la vie et les biens de ses habitants, alors je déploierai l'armée des États-Unis. Nous sommes un grand pays, je le pense, le meilleur pays au monde. Alors, elle est particulière, cette gestion de crise par Donald Trump. Il emploie des mots forts au début, puis maintenant la menace, cet usage de la Bible, on a un peu de mal à comprendre. Il joue aussi la politique, effectivement, disons que ce sont plutôt les démocrates qui ont géré cette crise localement. Comment vous voyez cela ? Alors d'abord, je voudrais revenir sur, je suis en train de vous répondre, mais sur ces deux mots qui ont été prononcés, la loi et l'ordre, c'est pas rien. Certes, Nixon les a prononcés, comme disait Christian Macarian, mais juste avant lui, c'était George Wallace qui les prononçait. C'est à dessein que je dis ça, puisque George Wallace est un peu le clone de Donald Trump dans le côté disruptif, je veux renverser la table. George Wallace était un personnage un peu particulier. J'avais écrit il y a 2 ans sur cette période des années 60, dans lequel je faisais ce parallèle avec Donald Trump en expliquant que vraiment, il avait l'air d'être son modèle. Juste une anecdote, quand Wallace était en meeting un jour, des hippies l'ont apostrophé en disant « mais écoutez, vous m'avez l'air bien réactionnaire avec votre loi et l'ordre ». Il a répondu « moi j'ai un slogan pour vous qui va vous expliquer ce que je pense. Le slogan qui vous irait bien, c'est SOAP, soap, savon. Sous-entendu, d'abord allez vous laver avant de me parler. Et dans un autre meeting 15 jours plus tard, il a recommencé la même histoire. Il a donné un autre slogan, c'était WORK, work, travailler. Lavez-vous et travailler. Et on voit pour quelle population il agissait. C'était à ce moment-là les parents, alors que dans la rue, il y avait les enfants qui contestaient la société. Il s'adresse à qui ? Et justement, à sa base, ou il s'adresse... Donald Trump, aujourd'hui, avec ce qu'il est en train de faire, essaie de nous faire le coup à la Nixon. Je suis vraiment d'accord avec Christian Macarian, parce qu'il aimerait bien que les bien-pensants aillent voter pour lui, aillent grossir sa base, qui est effectivement de 40, 45, 46% et n'a pas bougé. Mais comment aller le chercher aujourd'hui au-delà ? Il se dit que si ces gens en ont marre des manifestations, ils iront voter pour celui qui ramènera l'ordre. 2 observations. La première, c'est que le président des États-Unis n'a pas de pouvoir de police. Ce pouvoir appartient non pas au président de la fédération, mais aux États respectivement et aux maires. Et donc Donald Trump ne peut pas faire la police s'il n'y a pas d'insurrection. Et pour l'instant, il n'y a pas d'insurrection, quoi qu'il en dise. Et tout le travail de Donald Trump aujourd'hui semble bien vain, parce qu'on se dit qu'il est en train de se tirer une balle dans le pied en amenant justement le débat sur une crispation, alors que tout le monde attend de l'empathie et qu'il aurait pu... Et un rassemblement. Il aurait pu se grandir en rassemblant, tout comme il aurait pu se grandir au début de la gestion du Covid, en essayant de parler aussi de façon différente aux Américains. Parce qu'il y a des chiffres qui ne trompent pas, et je voudrais vous les rappeler, ça, et cela va peut-être bien au-delà de Donald Trump, et ça va peut-être dans le sens d'une histoire américaine particulière avec sa communauté afro. Un homme noir a 2,5 fois plus de risque d'être tué par un policier qu'un homme blanc aux États-Unis. Ce sont des chiffres. Selon l'Institut YouGov, 61% des Américains interrogés estiment que les morts de noirs lors de contrôles de police sont, je cite, les signes d'un problème plus vaste. Alors je vais vous interroger dans un instant sur ce possible problème plus vaste. On va d'abord aller en salle des conférences. On va rejoindre Steve Jourdain qui est avec Jean-Yves Comte, sénateur représentant les Français établis hors de France. Oui, Jean-Yves Lecomte, bonjour, sénateur socialiste des Français de l'étranger. Le racisme anti-noir, c'est un problème qui est indissociable du système politique américain ? C'est clair que ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça fait partie des combats de tous les antiracistes américains et que malgré la victoire de Barack Obama en 2008, l'histoire n'était pas encore terminée et qu'on voit encore qu'il y a énormément de discriminations qui sont vecteurs de violence. Et même dans un État comme le Minnesota,
où le procureur de l'État est un démocrate militant antiraciste, on a encore des situations de cette nature, parce que c'est vraiment un combat de longue haleine. Donc rien n'a changé, même après l'ère Obama, rien n'a changé finalement. Rien n'a changé, il y a quand même eu un certain nombre d'évolutions depuis les années 60. Hein. Bon, ceci étant, c'est un combat de tous les instants. Et quand on regarde, en plus, quand on pense à ce qui peut arriver dans l'avenir, quand on regarde ce que peut engendrer l'intelligence artificielle en termes de discrimination, on n'est pas au bout de nos combats. Et il faut aussi qu'on l'ait en tête, de la même manière que ce qui se passe aux États-Unis doit nous inciter à avoir toujours dans notre logiciel la question de l'égalité des droits, de l'antiracisme en France aussi, parce que c'est un combat de tous les jours qui, s'il n'est pas systématiquement dans notre tête et dans les combats, peut provoquer frustration, violence, etc. Justement, vous avez peur d'une importation de cette situation en France ? Je crois que les situations sont très différentes. Moi, ce qui m'inquiète le plus, au-delà de ce qui se passe aux États-Unis et de ce qu'on doit constater comme injustice, c'est que dans un pays qui est considéré comme une grande démocratie à l'échelle mondiale, la manière dont le président Trump envisage de maintenir l'ordre pourrait désinhiber toute autre sorte de crise partout dans le monde. Si effectivement il envoie la garde nationale ou l'armée dans des conditions particulièrement violentes, je crois que ça pourrait donner des idées à d'autres. Vous avez peur d'une généralisation de la guerre civile, c'est ce que vous dites ? De répression violente, de manifestations partout dans le monde, oui. Donc en France aussi ? C'est pas la France en particulièrement que j'ai en tête. Là où j'ai en tête finalement des manifestations systématiques depuis plus d'1 an pour défendre des droits, c'est ce qui se passe à Hong Kong. Et finalement, on s'aperçoit de la mesure de ce qui se passe à Hong Kong quand on voit la violence des propos de Donald Trump par rapport à ce qui est envisagé aux États-Unis. Merci beaucoup Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions. C'est à vous Rebecca. Merci beaucoup Steve. Paul Rinde, vous entendez cette inquiétude française, vous entendez aussi ces mots de l'ONU tout à l'heure qui parlent de discrimination raciale endémique aux États-Unis. Ça doit être difficile pour vous en tant qu'Américain d'entendre cela, mais est-ce qu'il y a quelque chose de vrai ? Est-ce qu'il y a un racisme profond aux États-Unis qui nous choque, nous, Français ? Non, c'est la propagande. C'est pas vrai. Tout ce que les gens disent, c'est pas vrai. Et je trouve ça scandaleux que quelqu'un sur cette émission fait une comparaison de Trump avec George Wallace, qui était un raciste. D'accord ? Trump n'est pas un raciste. Et ça, c'est le problème. C'est les gens qui divisent avec les mensonges. D'accord ? Ça, c'est le problème. Ça, c'est pourquoi les États-Unis est divisé. Il y a des racistes, bien sûr, aux États-Unis. Il y a des racistes dans la force de police. Il y a des racistes, malheureusement, partout, au travail. Mais les États-Unis n'est pas un pays avec un racisme systémique racisme. Ça n'existe pas. De racisme endémique, de discrimination raciale endémique. Endémique. Endémique, c'est similaire que systémique, non? Oui. Endémique. Je dis ça, ça n'existe pas. Et malheureusement, même les présidents comme Obama, toujours répétaient ce message que les États-Unis est un pays avec racisme endémique, qui n'est pas vrai. Et il y a des problèmes pour les Africains-Américains, c'est sûr, mais la plupart des polices essaient d'aider tout le monde. Et je dis que c'est le problème des dirigeants des gauches, les gauchistes, qui savent que maintenant, aujourd'hui, cette année, c'est une année de l'élection et ils ont un agenda politique. C'est ça. Je le disais quand même, l'histoire se répète un peu. Christian Macarian, la liste des drames de ce genre est longue. J'évoquais quelques années, 1967 à Détroit, 1980 à Miami, 1992 à Los Angeles. Regardez ces images des émeutes qui vont durer 6 jours avec des répliques à Seattle, Oakland, San Francisco. À chaque fois, c'est un peu la même histoire. Là, ça faisait suite à un verdict qui avait blanchi des policiers à l'origine du passage à tabac d'un jeune homme de 26 ans arrêté pour excès de vitesse, Rodney King. Christian Macarian, il y a un problème de racisme aux États-Unis ou c'est de la propagande ?
Non, ce n'est pas de la propagande, mais il ne faut pas non plus être systématique. Le sujet est extrêmement complexe et il est extrêmement imbriqué dans l'histoire et dans la géographie américaine. On a parlé des Afro-Américains victimes du Covid-19 beaucoup plus que le reste de la population. Il faudrait aussi analyser la situation spécifique de New York, qui est l'épicentre du Covid, en tout cas le point paroxystique de cette pandémie aux États-Unis. Et là, beaucoup de Noirs sont extrêmement affectés. Non, je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une peur américaine aussi de l'autre côté. Ce qu'incarne l'élection de Donald Trump, c'est cette peur de voir ce que toutes les statistiques prévoient, qu'en 2050, la population blanche aux États-Unis devrait, sauf retournement démographique, être et devenir minoritaire. Et cela, si vous voulez, ça travaille beaucoup les consciences de population, pas seulement les populations des middle class, désargentés ou déclassés qui ont fait l'élection de Donald Trump, mais aussi toute une intelligentsia américaine. Il y a quelque chose, Christian, que cela provoque du coup une sorte de racisme qui se manifeste au travers de ces arrestations ultra-violentes de la police, c'est ça? Je veux dire que les États-Unis vivent sous le règne de la peur. Et qu'entre un président qui instrumentalise la peur et un président qui pacifie, il y a deux options fondamentalement différentes. Je ne trouve pas que ce qu'a fait Donald Trump jusqu'ici aille dans le sens de la pacification, pour la bonne raison que Donald Trump, auparavant, avant les troubles de Minneapolis, avait pris l'habitude de fracturer, de conflictualiser, d'antagoniser la société américaine parce que ça lui profitait de façon très nette. Alors c'est vrai ce qu'a dit M. Rim, qu'il avait des réussites sociales et surtout économiques incontestables, mais honnêtement, Barack Obama avait aussi commencé à faire baisser la courbe du chômage et à faire remonter la croissance américaine. Donc il y a là une sorte de continuité. Ce que Trump déplore assurément, c'est que l'épidémie de Covid a mis par terre ses deux meilleurs arguments électoraux. Une vraie réussite économique et puis une autorité centrale autour de lui. Ce qu'a montré la crise du Covid-19, et je terminerai avec ça, c'est que les autorités fédérées, c'est-à-dire les États, les gouverneurs, les maires de ville, ont été amenés à prendre des décisions et que M. Trump s'est trouvé dépossédé de la concentration des pouvoirs à laquelle il a procédé de façon très forte depuis son élection. Jamais, je crois, aucun président américain n'avait concentré autant de pouvoir entre ses mains. On l'a vu en matière diplomatique. On l'a vu faire valser ses conseillers. Et d'un coup, il découvre, avec la pandémie, que les pouvoirs locaux, en l'occurrence, c'est un État fédéral, donc les États fédérés, sont ceux qui prennent des décisions, et parfois des décisions contraires aux vœux ou aux souhaits de Trump. Donc il y a là la nécessité ou la volonté chez Trump de reprendre en main la situation, et ces émeutes sont une occasion rêvée pour lui de se réinstaurer en tant que défenseur d'un État, on va dire, traditionnel, contre un État qui serait en proie à l'anarchie, puisque c'est un terme qu'il a employé lui-même. Jean-Éric Brana, pour conclure, il nous reste une minute. Alors, effectivement, ça a été dit, c'est très complexe et en une minute, je vais avoir beaucoup de mal à revenir sur l'ensemble. La situation telle qu'elle se pose aujourd'hui aux États-Unis fait peur. C'est le constat qu'on va avoir. Et la question qu'on se pose face à cette peur, c'est qu'est-ce qu'on attend d'un président ? Pour l'instant, c'est vrai que le président ne correspond pas aux attentes parce que la première attente, c'est la bienveillance et l'empathie. Et pour l'instant, on ne l'a pas eu. Il a laissé la place libre à Joe Biden, qui a d'ailleurs fait un discours tout à l'heure qui va justement s'inscrire dans cette bienveillance et empathie qui lui a été laissée libre. Donc il laisse le champ libre à cette opposition et donc à l'alternance. Encore une fois, moi je crois qu'il a mal joué tout simplement parce que il n'avait pas de plan B par rapport à son élection et c'est vrai que la crise sanitaire a mis par terre totalement sa campagne. Désormais il est sans campagne, donc il est en roue libre et ça part à volo. Et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir et qu'on aura l'occasion d'y revenir sur Public Sénat. C'est un sujet extrêmement complexe
C'est extrêmement intéressant. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce grand débat. On va se retrouver, nous, demain à 18h et à 22h. À 8h, vous avez rendez-vous avec Alexandre Poussard dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Boris Vallaud, député des Landes, porte-parole du Parti socialiste. Très très bonne soirée sur Public Sénat.